Bonsoir à tous. Je vous invite à venir vous rapprocher, vous asseoir, ceux qui sont au fond. Bienvenue au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. On a rencontré Bordeaux Open Air en janvier 2020 autour de l'exposition Sneakers. Évidemment, tous nos événements organisés ensemble ont été annulés. Cette exposition Paysan Designer, elle a ouvert le 14 juillet et on s'est retrouvés pour faire la fête ensemble. Alors on a dansé, on a bu des bières dans l'espace public, on a visité un musée et une expo, c'était devenu possible. Ce qui nous réunit ce soir, en tant qu'acteurs culturels, c'est bien cette réflexion sur cette situation environnementale et sociétale, cette recherche de solutions, et puis le fait de passer à l'acte. Et ce soir, vous allez découvrir plein de projets qui racontent ça. Cette rencontre ouvre un cycle de conférences avec des experts, des paysans et des chercheurs. Je vous invite à aller sur le site du musée voir toutes ces conférences. Et puis au nom de toute l'équipe du MAT de Bordeaux, je voulais vous souhaiter une bonne soirée, des belles rencontres autour de ces projets essentiels. Merci. Merci. Donc on est ravis d'être accueillis ici au sein du musée des arts décoratifs et du design à Bordeaux. On va décortiquer ce soir un petit peu, on va essayer comment la musique électronique se confronte aux problématiques énergétiques. Voilà un peu le topic de la soirée. On est en direct sur la page Facebook de Bordeaux Open Air, sur celle de ses partenaires. Donc si vous êtes derrière votre écran, n'hésitez pas à poser des questions. On les posera à notre tour à nos invités. Pour les personnes présentes, il y aura un temps dédié aux questions qui vous sera accordé à la fin de cette conférence et vous aurez ensuite accès, juste ici, à la visite gratuite et en immersion de l'exposition Paysan Designer, un art du vivant, avec des casques audio et le tout avec un DJ set sonorisé par les équipes de Pickup Solar Speakers. On voit d'ailleurs ici le magnifique... c'est quoi le nom du modèle déjà ? C'est le Boost. Ok, super. Avec nous aujourd'hui, du coup, pour voir un peu comment concilier musique électronique et transition énergétique, je vous demande d'accueillir Aneta, DJ sur la scène internationale, productrice et fondatrice du label Mamatolia. Samuel Valency à ma droite, responsable du secteur culturel à The Shift Project et metteur en scène et président de la compagnie à la poursuite du bleu. Et enfin, Julien Feuillet, ingénieur et cofondateur de Pickup Solar Speakers. Bonsoir à tous, merci d'avoir fait le déplacement. Vous avez un micro juste ici, Julien. Déjà, commençons par vous, Aneta. D'où vous êtes venue l'idée de créer ce label ? Alors, à la base, c'était pour un accompagnement d'artistes, mais à 360 degrés. Ce n'était pas forcément le volet écologique qui était primordial, mais bien sûr, la question s'est posée surtout en cette période de Covid qui nous a permis à tous de se remettre en question, c'est-à-dire comment mieux tourner, faire peut-être moins de dates et être parce que j'étais pas loin du burn-out à un moment donné, j'ai fait 100 dates en une année, donc c'est 50 pays, ça devient un peu du grand n'importe quoi, à tourner dans 3 pays en un week-end, donc je me suis dit comment faire pour qu'un DJ tourne de manière raisonnable et se sente bien aussi avec lui, lui-même. Et, voilà. Et vous avez vu un peu cette initiative aussi, vous avez discuté de ça avec d'autres artistes aussi peut-être ? Oui, il y avait eu Simocel aussi, qui est un artiste que j'adore, qui a fait une publication dans Libération. Il y a eu plusieurs personnes en fait. La question du burn-out dans le milieu artistique, elle est présente. Et du coup, c'était comment aussi le volet écologique est arrivé aussi pendant le Covid, parce que tout le monde y a réfléchi, les festivals, les promoteurs. Donc du coup, ça a été un peu un moment clé pour réfléchir. Voilà. Et on va voir que tout le monde y réfléchit encore d'ailleurs. Julien, quant à vous, vous êtes ingénieur, on l'a dit, vous créez des systèmes son un peu particuliers. En quoi ils consistent ? Alors c'est des systèmes de sonorisation qui sont autonomes en énergie. Donc pour les rendre autonomes, on a travaillé fortement sur leur rendement. Donc on est une équipe d'ingénieurs, d'acousticiens qui se sont posés les questions de
qu'est-ce que consomme un système son, comment il consomme. Donc il a fallu étudier un petit peu les besoins en énergie d'un signal musical. Donc on est allé jusqu'à définir la densité de puissance spectrale donc sur un signal et une typologie de musique. Et derrière, on applique ça, on regarde une enceinte, on regarde comment l'énergie est dissipée dans une enceinte et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer son rendement. Donc de là est né des premiers protos avec des rendements assez bluffants puisqu'on arrive donc à réduire par 10 quasiment l'énergie, le besoin en énergie en tout cas. Et de là, voilà, on couple ça avec de l'énergie solaire en l'occurrence pour rendre le système son autonome et permettre aux artistes et aux programmateurs de s'exprimer dans des lieux et d'aller plus loin en tout cas dans leur proposition artistique. Voilà. Ça veut dire qu'en fait vous utilisez des petites enceintes, si je comprends bien, là dans le boost qu'on voit là juste derrière vous. C'est pas très petit ça quand même. Non, je veux dire par la taille il est gros effectivement, mais les enceintes qu'il y a à l'intérieur en fait, c'est toute la dynamique des coffres en fait que vous créez qui. Voilà, oui, on va travailler pour faire simple. J'aime bien faire une analogie avec une contrebasse. Donc une contrebasse par rapport à un violoncelle. La contrebasse a un gros volume de résonance et sur une petite vibration de corde, vous allez déplacer beaucoup d'air. Vous allez créer beaucoup de son. Donc nous, on va travailler sur ces volumes-là. Et l'enjeu aussi du projet, il n'est pas que technique. Là, bon, je parle que c'est mon côté ingénieur un peu qui fait que je suis sur la technique. Mais il y a aussi un côté fournir un outil vers aussi les événements, en tout cas le festival de demain. Donc nous, on pense beaucoup, on croit à l'événement un peu plus intime sur des jauges réduites, parce que la problématique, elle se situe aussi beaucoup à ce niveau-là. Et on essaie de fournir un outil parfait, avec une qualité acoustique et une simplicité de mise en œuvre pour ces acteurs-là, pour les aider aussi à proposer de l'événementiel qui soit sur des jauges donc un peu plus réduites. Samuel, vous confirmez? Oui. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous faites au sein de The Shift Project? Oui, je vais juste peut-être préciser comment je me suis retrouvé là, parce que à la base, comme toi, je suis artiste, je suis auteur et metteur en scène, et j'ai toujours eu ma compagnie depuis 7 ans à peu près, et en parallèle, j'avais un boulot, un CDI confortable, tout ça, un truc ennuyeux, et j'ai décidé de le quitter en mars 2020 pour faire que du théâtre. Voilà. Donc j'ai eu plein de temps libre, hein, du coup, beaucoup. J'avais beaucoup de temps pour écrire et réfléchir. Et à ce moment-là, The Shift Project, qui suivait mon travail, qui est assez engagé sur ces sujets-là dans ma compagnie, m'a proposé de se joindre au plan de transformation de l'économie française. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. C'est un truc humblement nommé par des ingénieurs, dont le but est d'imaginer la transition dans tous les secteurs classiques dont on parle pour la transition habituellement, l'énergie, les transports, etc. Mais aussi les secteurs auxquels on pense un peu moins, parce qu'ils sont les clients finaux, on va dire, de tous ces secteurs-là, comme la culture. Voilà. Ok, pour répondre. Et concrètement, alors, comment ça se passe? Vous allez voir des festivals, ils viennent à vous pour comment vous collectez la donnée, en fait? Avant de répondre au comment on collecte la donnée, j'aimerais juste parler du pourquoi. Oui. On collecte la donnée parce qu'on est inquiet, en gros. On peut se dire qu'on compte des grammes de CO2 parce que c'est super passionnant de compter des grammes de CO2, mais franchement, il n'y a rien de plus chiant que de faire un tableau Excel pour compter des grammes de CO2. Je compte des grammes de CO2 parce que je m'inquiète pour moi, ma petite sœur et les enfants que j'aurai peut-être un jour. Donc voilà, c'est pour ça que je compte des grammes de CO2. Je compte des grammes de CO2 parce qu'on se dirige, je crois que c'est ça qu'on partage comme inquiétude, vers un monde à 4 ou 5 degrés plus chaud qu'en 1850 d'ici 2100, ce qui rend à peu près un tiers de la surface de la Terre inhabitable et ce qui fait que Bordeaux va être une station balnéaire, entre autres choses, voire sous l'eau. Donc pour ça, on doit faire la transition et on doit la faire dans tous les secteurs de notre économie à peu près, y compris la culture, on va en parler. Du coup, on compte des grammes de CO2, entre autres choses, pour savoir comment est-ce qu'on va protéger le climat, puisque le scooter qui vient de faire du bruit et de passer dans la rue vient d'émettre du CO2 qui va réchauffer le climat pendant 10 000 ans. C'est ça l'inertie climatique. Donc, on doit s'en préoccuper, et assez rapidement. C'est ça le gros de l'enjeu. Donc on compte des grammes de CO2, et pour le faire, on a cherché des données existantes dans le secteur culturel. Ça a été assez rapide, hein, je ne vous cache pas. Et du coup, comme on n'en a pas trouvé, on a décidé d'en produire. Donc on a passé beaucoup de temps à interroger des artistes, des producteurs, des tourneurs, dans différents domaines culturels, et à récolter de la donnée pour voir
Très concrètement, c'est quoi un concert en tournée? C'est quoi les masses déplacées? C'est combien de véhicules? C'est combien de litres d'essence? Et à la fin, on commence à avoir une idée de ce que c'est que l'impact du secteur. Et spoil, c'est pas mal, c'est conséquent. C'est conséquent, c'est-à-dire, du coup, vous avez quelques chiffres déjà? Le rapport, juste pour dire, le rapport là, sur le secteur culturel, il va sortir bientôt? Il est déjà sorti? On a sorti une étape intermédiaire en mai dernier, qui est disponible en ligne sur le site de Shift Project. Et on va sortir un rapport définitif au mois de décembre. Définitif parce qu'on a décidé qu'à un moment on s'arrêterait, mais on aurait pu continuer à collecter des données et à en sortir pendant très longtemps. Mais oui, a priori, on s'arrêtera au mois de décembre. Pour donner quelques chiffres, peut-être juste sur l'impact de la culture au sens très large, parce que souvent on regarde que les secteurs habituels, l'énergie, les transports, l'agriculture, etc. Bon, évidemment, si on regarde juste les transports, en France, la culture et les loisirs, c'est la 3e cause de mobilité des Français. Donc si on doit revoir la façon dont on bouge, on va forcément revoir la façon dont on bouge pour aller voir de la culture. C'est juste derrière les loisirs, c'est juste derrière les achats et le travail. Donc autrement dit, c'est vraiment l'une des principales causes de déplacement des Français. Si on regarde les bâtiments, c'est des milliers de bâtiments en France. Si on regarde par exemple l'alimentation, mais juste sur un festival, imaginons par exemple un festival comme les Vieilles Charrues, qui nous donnent gentiment sur leur site internet le nombre de kilométrages de saucisses débitées sur place, ça nous donne des idées. Du coup, en fait, c'est quelques milliers de tonnes de carbone, donc c'est à peu près 7000 tonnes de carbone, c'est des ordres de grandeur qui disent plus rien. C'est à peu près 3000 allers-retours Paris-New York, juste sur la viande, enfin l'alimentation carnée servie aux Vieilles Charrues. Donc voilà, ça c'est quelques exemples des données qu'on récolte et qu'on mesure. Ouais. Ok. Aneta, vous avez voulu avoir aussi un impact de ce côté-là en créant une agence parallèlement au label Mamatolia, qui s'appelle donc Mama Loves Ya. Oui, c'est ça. Et du coup, l'idée, c'est donc d'être transparent vis-à-vis du public et donc de calculer à peu près nos dépenses énergétiques, autant les déplacements que aussi tout ce qu'on va dépenser au niveau du merch, du label, tout ce qui est autour de cette agence-là. Donc on s'est associé avec Greenly pour calculer tout ça, parce que nous, on n'est pas des professionnels là-dedans. C'est qui Greenly? Greenly, c'est une plateforme qui calcule, en fait, ils mettent à disposition, ils calculent tout ce qui est en lien avec la personne. Par exemple, moi, tout ce que je vais dépenser en une année, et ça met des chiffres en direct, et après, on peut donc soit compenser. Mais d'abord, en fait, l'idée, c'est de réduire donc, ces dépenses. Donc, ils vont nous dire à peu près là où vraiment il y a des choses qu'on peut très vite rectifier et facilement. Et donc, c'est réduire et après, c'est compenser. Donc, eux, ils ont des programmes de compensation qui sont certifiés. Donc, c'est pas juste planter des arbres et on se dit, oui, bah, c'est bon pour notre conscience écologique, c'est bon. Là, c'est vraiment des programmes certifiés qui sont assez cool. Donc voilà, et l'idée aussi, c'est de diversifier aussi. Par exemple, en offrant des miles pour les migrants ou des choses qui sont un peu plus en dehors du volet écologique, mais qui peuvent aussi être intéressantes. Voilà. Oui, complètement. Il y a donc de l'accompagnement là-dessus, et de plus en plus, je suppose. Vous, Julien, par exemple, pour créer vos systèmes son, où est-ce que vous vous approvisionnez en fait en matières premières? Alors tous les équipements à l'intérieur sont européens. Donc hormis les roues, il n'y a pas de chinoiserie. C'est un acte, voilà, pour essayer de favoriser. Bon, européen, c'est difficile de dire local, mais oui, à échelle mondiale, ça compte quand même. C'est aussi à des fins de résilience, puisque pendant le confinement, en fait, en mars l'année dernière, on a pu continuer à bosser parce qu'on a pu s'approvisionner. Et aussi, le côté production de la machine, on travaille qu'avec des artisans locaux. Donc le métal, c'est notre voisin. Le bois, on le fait nous-mêmes. Pour la peinture, on travaille aussi avec là, c'était à Bobigny, donc Bobigny Epoxy. Donc on essaie de vraiment avoir ce volet-là local qui nous permet d'être cohérent en tout cas avec le produit qu'on propose, c'est important. Et ensuite il y a aussi
dans cette logique de cohérence, il y a aussi une vision de volume. Voilà, on produit à la commande. On est une petite structure, donc on n'a pas les ambitions de devenir une multinationale du son, mais plutôt d'apporter un outil. Et je pense que c'est important de le souligner parce que être cohérent avec le produit qui est proposé, je pense que c'est aussi important que la solution en fait. Complètement. Moi, il y a un sujet qui me vient en tête, je mets peut-être un peu les pieds dans le plat, mais c'est effectivement, ça marche à l'énergie solaire. Donc, il y a un panneau solaire. Donc, il y a des terres rares pour le fabriquer, etc. etc. Il vient d'où ce panneau solaire, du coup? Alors celui-là, c'est un panneau solaire allemand, c'est du SolarWorld, peut-être pas dire de marque. C'est donc pareil, à ce niveau-là, il y a un travail sur le sourcing des fournisseurs. Il y a quelque chose qui est intéressant à dire aussi sur la provenance d'un panneau solaire. Il faut savoir que si vous prenez un panneau solaire qui va être fabriqué par exemple en Chine, là où le bouquet énergétique du pays va émettre jusqu'à 8 fois plus de CO2 que l'énergie en France. Donc en France, on a la chance ou pas d'avoir le nucléaire, ce qui fait que notre électricité, en tout cas, coûte peu en CO2. Donc si vous prenez un panneau solaire qui coûte beaucoup en CO2, que vous l'apportez en France, donc déjà il y a le transport, et vous venez le substituer à une énergie qui coûte peu en CO2, au final, votre panneau solaire, sur sa durée de vie, c'est possible qu'il n'ait pas rattrapé la dépense en CO2 qui se est rembourse demandée à jamais, sa fabrication. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui a été très bien expliqué par le président de Shift Project. Donc d'où les enjeux de vraiment maîtriser la consommation et aussi de ne pas vouloir forcément solariser et faire de l'énergie nouvelle pour faire de l'énergie nouvelle. Voilà. Si on part dans une logique comme ça, on risque aussi de se retrouver à créer des monstres comme des SUV électriques, par exemple. Donc il y a une approche vraiment basse consommation, maîtrise de la consommation dans tous les projets, dans toutes les démarches. Voilà, on parlait de transport, on parlait de nourriture. Tout s'attelle à ça, puisqu'on est, on est 8 milliards aujourd'hui, on va être 10 demain. Donc voilà, la basse consommation, et il y a une phrase de l'ADEME qui date déjà de peut-être plusieurs années, c'est l'énergie la plus écologique et celle qui n'est pas consommée. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est une phrase qui dit tout. Samuel, ça vous fait réagir tout ça? Comment on consomme de la musique de manière responsable finalement? Là, on a un système son avec de petites jauges qui peut s'adapter facilement à des événements qui consomment peu. On a de l'autre côté une agence de booking qui essaye d'avoir des éco-riders, etc. On reviendra peut-être là-dessus juste après. Vous, dans de votre expertise, ça vous dit quoi? Il n'y a pas d'expertise. Je suis juste le moins mauvais sur ce sujet parce que je suis le seul à m'en occuper. Donc je suis vraiment pas expert scientifique du sujet, je me revendique pas scientifique, je sais juste faire des tableaux Excel et manipuler les facteurs d'émission de l'ADEME, c'est tout, enfin, vraiment. Ça dépend, du coup, tu as répondu en partie. Ce système, il est formidable s'il vient en substitution d'un groupe électrogène qui marche au carburant et s'il est utilisé pendant 10 ans par un festival et que tu le mutualises comme tu le fais d'ailleurs, on en parlait juste avant, avec plusieurs structures. Voilà, ça coche toutes les cases, c'est une super solution technologique. Il y a plein de super solutions technologiques. Je suis venu en train, c'était super. Il y en a plein des technologies très utiles. En revanche, si ce système-là, il vient en addition sur un festival parce qu'il a une jauge plus grande et qu'il veut démultiplier des espaces, etc., en fait, c'est a priori pas une démarche de sobriété du tout. Ça vient en addition du reste et parfois même, on voit des panneaux solaires sur des festivals pour 1 an ou 2 jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait non. Et puis bon là pour le coup, c'est une dépense qui est totalement inutile, irréfléchie, etc. Après, sur la musique électronique, il y a énormément de réflexions. Ce dont tu parlais, ce que traduit très bien le modèle actuel, c'est le fait qu'on ne prend pas tout à fait soin de nous. Les émissions de CO2 traduisent ça, mais pas que. Et clairement, ce que fait Simocel quand il dit « moi, en fait, quand je vais quelque part, j'ai envie d'y rester plus longtemps, de faire des featuring avec des artistes locaux, de travailler dans les conservatoires de musique », pour moi, ça a du sens. Il n'y a rien de pire pour ma compagnie quand on est appelé à faire une date quelque part, qu'on fait l'aller-retour dans la journée. D'ailleurs, on ne le fait plus. Ça n'a aucun sens, en fait. On ne rencontre pas le public, on ne sait pas ce qu'on a apporté aux gens, il n'y a pas d'échange. Donc là, par exemple, on étend les dates de tournée, on part en Normandie, on va faire plusieurs dates, on va donner des conférences, on va donner des cours,
on fait du partage d'expérience, on explique ce qu'on fait dans la compagnie qui permet de réduire les émissions, etc. Et après, il y a énormément de choses. On a parlé des tournées, on pourrait parler de la jauge des festivals, qui, plus ces jauges grandissent et plus on va chercher du public loin. Vous regardez Tomorrowland, ce festival n'existe pas, par exemple, sans le booking des compagnies tchèques, polonaises, etc. Et pour donner un chiffre, je ne dis pas que c'est le bilan carbone des Vieilles Charrues, je dis que c'est une estimation. S'il y a 3% des festivaliers des Vieilles Charrues qui viennent en avion, ils font 60% des émissions des transports. Donc voilà à peu près les ordres de grandeur. Donc clairement, la croissance des jauges est un problème, la régie est un problème, ou du moins un challenge. Et après, il y a tout ce qu'on appelle l'éco-conception des œuvres, c'est-à-dire comment est-ce que je vais penser mes œuvres pour qu'elles pèsent le moins lourd possible, déjà à être créées, mais aussi à tourner, puisque c'est quand même le modèle dont on dépend dans le spectacle vivant, dont la musique électronique fait partie. Donc voilà, ça fait beaucoup de questions. Et j'ai pas encore du tout toutes les réponses, et c'est pas dit que je les ai. D'accord. Il y a un sujet qui est plutôt intéressant, c'est la consommation aussi de la musique, parce qu'effectivement, il y a le volet festival, mais il y a aussi comment on consomme la musique en ligne ou physiquement, d'ailleurs, avec les vinyles, CD. Quel est l'impact Du support ou des deux, à la fois, en ligne surtout. Je crois, j'ai cru comprendre que c'était en ligne, que c'était. En fait, il faut bien voir ce qu'on fait aujourd'hui avec les outils en ligne. Si je dézoome pas seulement sur les musiques électroniques, mais je vais y venir juste après, on est dans le secteur culturel déjà très important sur le numérique. Et le numérique n'est pas un outil immatériel, c'est pas du cloud, c'est pas quelque chose qui serait pas palpable. En fait, c'est des serveurs, des câbles, des antennes, du réseau, des gens qui les entretiennent, etc. Et donc beaucoup d'énergie consommée à la fin. Le numérique, c'est à peu près 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ça croît de 8% par an, ce qui veut dire que ça double tous les 10 ans. Voilà, je vous ai assommé de chiffres, c'est bon, c'est fait. Et quand on regarde à quoi sert le numérique, en fait, la culture est à peu près partout. À peu près 80% des données qu'on consomme sur Internet, c'est du numérique. C'est de la culture, pardon. C'est de la culture. 30%, c'est la VOD, dont la moitié pour Netflix, à peu près. 22%, c'est de la pornographie, ce qui est de la production audiovisuelle. Donc, pour le ministère de la Culture, c'est de la culture. Le streaming musical plus YouTube, c'est à peu près 10%. Le jeu vidéo, c'est à peu près 10%, c'est une industrie culturelle, etc. Donc en fait, la culture n'a pas de retard particulier en matière de numérisation, comme voudrait nous le faire croire le plan de relance actuel. La culture est très en avance sur le numérique, déjà. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est comment la culture met une pression sur le numérique. Comment est-ce que, de façon intrinsèque dans son développement, elle appelle toujours à innover, à changer le réseau, à changer les matériaux, etc. La 4G est sortie formidable, je ne parle pas encore de la 5G, la 4G est sortie formidable, je peux regarder des vidéos dans le métro. Je me mets à regarder des vidéos dans le métro, j'adore le Bureau des légendes, donc je me fais toute la saison en aller-retour, et en fait on voit très bien ce qui se passe, je sature petit à petit le réseau. Et donc je donne une très bonne raison au secrétariat d'État au numérique de dire le réseau risque d'être saturé, il faut mettre en place la 5G. Et en fait, très concrètement, si vous regardez les trajectoires en général sur les formats dans la culture, quand j'avais 20 ans, et j'avais pas 20 ans il y a très longtemps, le format type, c'est ce qu'on appelait HD Ready, c'est du 720p. Vous savez, quand vous sélectionnez la qualité sur YouTube. Le format de super qualité, le truc de ouf à l'époque, c'était 720p. Aujourd'hui, le format type sur Netflix, c'est plutôt de la 4K. C'est des fichiers 50 fois plus lourds, ça pèse 50 gigas à peu près. Et avec la réalité virtuelle et les nouveaux formats qu'on développe en streaming, on est plutôt à de la 8K, donc 160 gigas. Donc vivement la 6G. Et en fait, voilà, les usages modélisent clairement les infrastructures permettent des nouveaux usages. En fait, on passe notre temps à créer un nouveau périphérique pour fluidifier le trafic, ce qui fait que tout le monde achète une bagnole. En gros, c'est ça qu'on fait avec les infrastructures numériques. Et la culture, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Elle fait des passes décisives aux GAFAM, en gros. C'est-à-dire qu'on va nous donner des subventions. C'est ça que fait le CNC avec les aides à l'innovation. Pardon, je suis un peu long pour arriver au but. Très bien. Mais on donne des aides, des subventions à l'innovation via le CNC, via le CNM, etc. Pour nous pousser à investir dans les nouveaux terminaux. Donc les casques de réalité virtuelle en font partie. Et le but, c'est de filer du contenu pour démocratiser le marché, pour que Facebook puisse finir par vendre ses terminaux à 399 € sur Internet. Les casques Oculus, en l'occurrence. Donc voilà, en fait, on fait des passes décisives. Et quand on regarde dans la musique ce qui se passe, la musique, 80% des Français utilisent YouTube pour écouter de la musique.
Donc déjà, il y a une pression très forte du secteur musical, avec souvent des formats vidéo qui tournent en 4K en soirée alors qu'on ne les regarde pas. Donc c'est une manière de saturer les réseaux. Et le streaming musical, c'est quasiment rien sur la bande passante d'Internet. C'est 0,5% des données qu'on consomme. Mais en fait, ça, c'était avant que Spotify se mette, par exemple, à faire le clip automatique pendant que vous lisez votre musique. Donc en fait, parce qu'on ne régule pas du tout les usages et parce qu'on nous pousse, nous, à innover plutôt dans ce sens-là, eh ben, on va y aller et on va saturer les réseaux. Et donc, voilà. Donc l'impact est là, en fait, il est assez structurel. Je ne peux pas vous donner un chiffre en grammes de CO2 par vidéo consommée, ça n'aurait pas de sens parce qu'il est évident que vous n'avez pas acheté votre ordinateur ou votre téléphone ou qu'on n'a pas construit les antennes pour regarder le bureau des légendes, ça n'a pas de sens. Mais c'est juste que ça permet des usages, que nous, on les démocratise et que ce faisant, on pousse à des nouvelles infrastructures qui consomment toujours plus et qui viennent s'ajouter aux précédentes. Et donc avec The Shift Project, quand vous avancez en fait tous ces arguments-là, on vous entend au niveau des politiques? Ça dépend où. Ouais, ça dépend où. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce discours-là. Il y a des gens qui, au contraire, pensent que investir dans, par exemple, sur le numérique, l'emploi local, la revalorisation de nos déchets numériques, le reconditionné, la seconde main, la durabilité des produits, ça a un peu plus de sens que d'acheter la 7e génération de casque Oculus en 5 ans, a priori. Là, en termes de métaux rares, on fait beaucoup plus fort que tu ne le feras jamais, a priori, que tu te fournisses en Inde ou en Chine ou en Allemagne. Je veux dire, voilà. Là, c'est des impacts gigantesques. Donc là où les solutions sont intéressantes, c'est sûr, c'est quand on utilise très peu d'extraction, comme tu le fais là, pour réduire la consommation et surtout supprimer celle qui est la plus énergivore. Donc voilà, là, pour moi, ce qui est proposé là, c'est très intéressant. Les usages qu'on a du numérique aujourd'hui, dans la culture et la croissance des formats participent pas tout à fait de ça. Donc pour l'instant, c'est assez inaudible, par exemple, si vous allez au ministère de la Culture et que vous parlez des aides à l'innovation. Par contre, dans les structures même, y compris parfois au sein du CNM ou du CNC, on est mal à l'aise avec le fait de donner de l'argent à ça plutôt qu'à des emplois locaux. Et on comprend bien pourquoi. Ouais. Et vous, Aneta, vous vous en sortez comment un petit peu de ça? Comment vous faites pour publier votre musique? Pour publier votre musique? Publier la musique, on utilise des plateformes qu'on nous propose. Donc c'est sûr qu'on doit suivre, comme vous disiez, on est obligé de suivre les tendances actuelles. Donc bien sûr YouTube, Spotify, les gros de l'industrie, bien sûr. Mais aussi, nous, on travaille avec Bandcamp, qui est quand même un peu plus raisonnable au niveau surtout au niveau des revenus par rapport aux artistes, c'est un peu plus direct, disons. Et voilà, on utilise comme tout le monde ce qu'on nous dit d'utiliser. Voilà. Y a le vinyle aussi qui rentre en jeu. Le vinyle, bien sûr, avec le label, on fait bien sûr des productions de vinyle. On essaie, pareil, d'être réaliste au niveau des quantités. On réutilise aussi les chutes de vinyle pour créer des nouveaux. Pareil pour la question était aussi si on devait arrêter complètement le merchandising autour de ce label, parce que bien sûr c'est pas écologique, mais on peut pas tout arrêter, mais on essaye de faire ça de manière disons intelligente, avec des matériaux voilà, qui sont bien pour l'environnement et bien sûr fait en France. Mais c'est vrai que c'est compliqué après de tout arrêter. C'est comme moi, si mon métier, il est complètement à l'inverse de l'écologie. Je dois tourner, je ne peux pas aller à la neige aux États-Unis. Donc c'est juste qu'il faut travailler à comment voilà, voyager plus raisonnablement. En amont, travailler aussi avec les promoteurs pour que dans un même week-end, au lieu de faire 3 pays, on n'en fait qu'un seul et on fait du train à la place de l'avion. C'est tout simple. Et ça, l'industrie, elle est prête à l'entendre? En Europe, oui. Oui. En Europe, franchement, oui. Et bon, après, c'est sûr qu'il y a des pays qui sont moins en avance que d'autres. Et en plus, ça dépend aussi de la notoriété des artistes, parce que c'est vrai qu'on doit... quand on est jeune artiste, on veut tourner. On voit pas donc on accepte tout ce qui est voilà en notre opportunité. Et du coup là, l'idée, moi, c'est maintenant avec la notoriété que j'ai, c'est de pouvoir choisir
de travailler avec les promoteurs, les festivals et voilà, de prendre le train au maximum déjà. Et puis de travailler avec des éco-riders, plus de plastique à usage unique, faire travailler le plus possible un DJ local quand je me déplace. Pareil, venir en amont, là par exemple ce soir, faire une conférence, essayer de faire vivre un peu plus nos déplacements, en fait, que ça soit un peu plus rayonnant et notre impact sur la ville, que ça soit un peu moins venir, jouer, dormir, repartir. Parce que du coup, oui, comme des robots. Vous jouez à Bordeaux. Je joue, du coup, on fait une soirée vendredi. Et on a réussi à déplacer cet événement pour la conférence, justement, pour réunir. Donc, c'est l'exemple type et que c'est faisable. C'est un peu plus d'organisation, effectivement, mais c'est faisable et c'est moins fatigant pour moi, c'est moins fatigant pour tout le monde. Et voilà. Et à Lyon aussi, c'est pareil, pour citer le sucre. Ils ont ouvert une école pour la musique et voilà, ils font beaucoup de workshops, de conférences le samedi, ils font les soirées le dimanche. Et donc l'idée c'est pareil, c'est de faire venir les artistes un jour de plus pour pouvoir discuter de toutes ces questions, de partager aussi leur savoir-faire et ça devient de suite plus intéressant. Oui, complètement. Voilà. Et il y a d'autres artistes dans le label. Donc, pour leur développement, c'est assez confortable. C'est ça, ils sont un peu plus jeunes et du coup, c'est bien pour eux de direct commencer leur carrière dans cette optique-là. Encore faut-il qu'ils aient les mêmes valeurs. Et tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, mais là, nous, on essaie d'avoir des artistes qui ont exactement les mêmes valeurs et voilà, on essaie de faire notre maximum, même si on sait qu'on apprend aussi sur le tard, parce que ça vient juste de recommencer aussi les dates. Donc on ne prétend pas être parfait et on sait très bien qu'on ne le sera jamais. Du moment qu'on compense, on ne peut pas être parfait. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'on essaye de faire au mieux. Voilà. Oui, complètement. J'ai l'impression que c'est ça un peu le dénominateur commun. Être parfait, c'est très compliqué. C'est ça, Samuel ? On ne pourra pas. Et dans le modèle de tournée que tu prônes et que tu décris, il y a quelque chose d'intéressant qui est de dire peut-être que dans un monde idéal, on déplace plus l'artiste que le public, parce que clairement, c'est pas du tout les mêmes niveaux d'impact. Déplacer 300 000 personnes au milieu de nulle part, comme le font beaucoup de gros festivals, c'est tout de suite des niveaux d'impact décuplés, alors que évidemment, on va pas dire aux artistes d'outre-mer de plus voyager. Moi, je serais ravi que les artistes d'outre-mer soient plus programmés à Orange et qu'ils fassent toute la côte, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aussi accepter de ralentir le rythme de tournée, d'aller plus lentement d'un endroit à un autre. Il y a des gens aussi qui font des choses très intéressantes avec le numérique là-dessus. Je prends un exemple que je cite assez souvent, mais Jérôme Bel a pris une décision qui est très forte il y a quelques années, c'est un chorégraphe. Il a dit « je ne prends plus l'avion du tout ». C'est un chorégraphe internationalement reconnu. Donc dire plus prendre l'avion, ça veut dire plus gagner sa vie, concrètement. Mais il pose le débat suivant, il dit voilà ce que je propose, je vais filmer les répétitions du projet, je vais les mettre sur un drive accessible, je vais les partager à un metteur en scène local, par exemple aux États-Unis, et ce metteur en scène local va recréer le spectacle avec sa troupe, et Jérôme Bel ne s'y retrouve qu'en termes de droit d'usage, de licence en quelque sorte. Pratique communément existante déjà dans le théâtre. J'ai pu jouer dans des pièces de Steinbeck, pour des raisons évidentes. J'ai vécu ni dans le même espace, ni dans la même temporalité que Steinbeck, et pourtant j'ai joué du Steinbeck. Donc voilà, là pour le coup, c'est un usage hyper pertinent des outils numériques. Et Jérôme Bel a réduit ses émissions de CO2 d'à peu près 99% avec cette organisation-là, qui est très particulière, et il peut le faire parce que c'est Jérôme Bel, mais la recréation du spectacle localement qui, lui, ne tourne qu'en train, c'est beaucoup plus intéressant que le voyage qu'il pouvait faire avec toutes ses équipes avant. Donc ça, c'est des modèles, par exemple, où, voilà, c'est pour dire aussi, je ne suis pas du tout anti-numérique, c'est juste, il faut savoir à quoi il sert. Ce n'est pas une solution de sobriété en soi, mais c'est comparer à quoi et pourquoi faire. Là, c'est des outils très intéressants. Mais oui, même ça, ayons conscience, si on regarde juste le CO2, on arrête de faire quoi que ce soit. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut le faire de façon soutenable. Quelle vision vous avez tous les trois de l'événementiel et de la musique d'ici à 5, 10, 30 ans ?
Alors ça fait des échelles de temps, Samuel, vous me regardez, voilà, ça sera peut-être pas la même chose qu'on vivra entre 5 et 30 ans, mais si je vous pose la question à vous, du coup, Samuel, dans 30 ans, par exemple. J'ai souvent tendance à dire que je ne suis pas optimiste, parce que je sais lire un rapport du GIEC. Je ne suis pas pessimiste parce que ça ne servirait pas à grand chose, mais je suis croyant, alors je vais aller directement sur 30 ans, et puis on va se dire qu'on peut le faire. A priori, le modèle, ce serait les artistes tournent plus lentement, ils acceptent une certaine forme de ralentissement qui peut leur faire du bien, je crois que c'est un peu ce que tu évoquais. Ils prennent le temps d'échanger avec le public, et le public a sa place dans le rapport à l'artiste. On fait des événements qui sont raisonnés par rapport à la jauge qu'on peut occuper, que ce soit par rapport aux besoins de l'événement en alimentation, mais aussi de jusqu'où on peut déplacer les gens, et on les pense avec un accès qui est logique avec ça. Et on a des usages numériques qui sont intéressants par rapport à ça, et qui ne viennent pas en addition de ça, qui nous permettent de faire ça. Donc voilà, et on pense nos œuvres pour pouvoir les déplacer en ayant le moins d'impact possible. On ne pourra jamais ne pas en avoir, mais au moins les penser pour ça. On va revenir sur cette histoire de jauge, ça fait directement écho au boost de Pickup Solar Speakers. Julien, vous voyez beaucoup d'acteurs Oui. Par contre, tu as demandé l'avis de tout le monde et tu as pris que le mien. Pardon. Non, mais c'est que oui, je voulais que rebondir sur cette histoire de jauge, on ira juste après. Julien. Il a tout dit. Donc, Ouais. Mais j'avais aussi ce sentiment-là un petit peu parce qu'il a été sur votre terrain aussi, mais vous vouliez peut-être rajouter quelque chose. Non, il est très aguerri. Non, Il est affûté. C'était parfait. Ok. Donc je rebondis par rapport à cette histoire de jauge. Du coup, Julien, on a dit 1500 personnes maximum, c'est ça? oui, bon, celui-là, celui qui est derrière nous, là, on est plutôt oui. sur 500. 500, après, ouais. les systèmes, on a d'autres modèles. Mais oui, c'est plutôt. On aime bien. Après, voilà, c'est un projet aussi qui est né d'une expérience de vie. On aime bien voilà, les scènes plutôt intimes. Donc, ouais, je rejoins du coup Samuel sur ce qu'il a dit. Où, oui, des événements peut-être de plus petite taille, où il y a un vrai échange en fait échange, avec l'artiste, où on le voit pas dans un écran, mais il est là. Donc, oui, c'était ça ta question. Oui, non, la question c'était est-ce que vous le voyez sur le terrain en diffusant votre solution? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes intéressées? Oui. Parce que ça fait 4 ans maintenant aujourd'hui. Ouais, ça fait 4 ans. Donc il y a 4 ans, voilà, les festivals qui se posaient la question, on les comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, ça devient un peu incontournable. Tout le monde se pose cette question-là. Donc on vient nous chercher pour deux choses. On vient nous chercher pour de la communication. Donc ça, on est très précautionneux quand on y va. On essaie de comprendre pourquoi on est là. Et le but, c'est pas d'être juste voilà, quelque chose qu'on agite pour dire regardez, on essaie de faire des efforts. Donc ça, on fait gaffe à ça. Et l'autre typologie d'événements qui vient nous chercher, c'est vraiment, donc là c'est plutôt des petits événements où ils viennent nous prendre vraiment comme une solution. C'est-à-dire j'ai le choix entre ça ou un groupe électrogène, bah, j'y vais. Donc il y a un côté, il n'y a pas que l'écologie. Moi j'ai toujours vu un côté pratique en fait dans l'écologie. Et un côté économique aussi. Moi, mon père, depuis que je suis gamin, m'a dit éteins la lumière, c'était pas pour de l'écologie. Donc il y a les deux. Moi, pour moi, écologie, économie et praticité, c'est quelque chose qui vont ensemble. Donc oui, de plus en plus de festivals font appel, en tout cas nous demandent. Maintenant, ça n'aboutit pas toujours aussi, parce qu'on est confronté à une réalité du terrain, à du personnel qui ont leurs habitudes et qui ne sont pas forcément ouverts au changement, qui n'ont pas forcément confiance, ou alors qui sont dans un réseau en fait, de prestataires où on ne peut pas simplement changer de prestataire comme ça, ou alors venir ajouter une corde. Ça devient, nous on se fait souvent évincer des marchés par des prestataires en fait, qui sont déjà sur place et qui vont brader le prix d'une scène pour ne pas qu'on arrive. Donc c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. On vit assez fréquemment ça. Donc je pense qu'il y a aussi un enjeu de formation qui est très important des parties prenantes sur donc la conception d'un événement. Donc tout ça, ça se met en place. Et aussi sur la prise de risque, même si j'aime pas trop ce terme, parce que ça voudrait dire que c'est risqué de travailler avec des acteurs comme nous. Mais en tout cas,
expérimenter et être récompensé pour ça. Aujourd'hui, le festival qui va expérimenter une solution, donc nous on est dans le son, mais c'est une brique parmi tant d'autres sur ce qu'est l'événement. La lumière, l'alimentation, il y a énormément de choses, des techniques de chaud-froid, il y a une multitude d'acteurs qui essayent de proposer des solutions. Sauf que, voilà, si solliciter des acteurs comme nous n'est pas forcément récompensé, ou peut-être sujet à financement de la part des instituts qui financent les événements, on va se retrouver freiné et peut-être que ces solutions-là vont se démocratiser plus lentement que ce qu'elles devraient. Et aujourd'hui, on a bien compris qu'on n'a plus trop le temps en fait de laisser venir les choses. Il faut peut-être être un peu plus radical et tenter. Qu'est-ce qui leur fait peur au festival? L'autonomie? Oui. Et si ça tombe en panne? Moi, je leur réponds, ton groupe électrogène, s'il tombe en panne, j'en ai 2. Donc il y a quelque chose qui est paradoxal, surtout que là, on est sur, donc c'est des stockages batteries. Une batterie, c'est de la chimie. Une batterie, ça tombe pas en panne. Un groupe électrogène, il y a de la mécanique, il y a il y a des efforts. Pareil pour le secteur, très souvent quand c'est sur des sites isolés, on va être en bout de ligne, donc il y a des coupures. Ça nous est arrivé, et ça c'est une super pub pour nous quand ça se passe, ou coupure générale sur le site et le son ne s'arrête pas. Donc il n'y a plus de tireuse, il n'y a plus de lumière, mais le son continue. Donc là on est assez fiers quand ça se passe comme ça. Donc au final, le risque, ce qui leur fait peur, en fait, c'est le changement. Après, je ne veux pas généraliser du tout. Il y en a vraiment, et de plus en plus, parce que formation, parce que information aussi, les gens sont de plus en plus informés qu'il existe des solutions comme ça. Je pense que c'est aussi la clé que, tout à l'heure, tu parlais de data, de collectées par les événements sur leur bilan carbone ou sur les pratiques. C'est important aussi que ces informations-là circulent d'un événement à l'autre pour savoir ce qui se fait, comment ça se fait. Et ça, donc, ça doit être couplé avec une formation des parties prenantes. Donc de plus en plus, on va nous appeler. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est changer les habitudes. Et ça se généralise à tout. Tout ça, au quotidien, voilà, on parle de changer notre petit train-train. Il y en a qui sont plus ou moins réfractaires à ça. Oui, complètement. On parlait des festivals, il y a aussi les lieux. Peut-être que vous aviez englobé les deux, mais... Oui, après c'est vrai que moi j'ai un discours très festival puisqu'on travaille principalement avec ça. Okay. Les lieux, quand on est sur des lieux, c'est plutôt sur des friches, donc c'est des aménagements plutôt temporaires qui vont avoir le choix entre tirer un poste chantier ou bien faire appel à une solution autonome. Mais c'est vrai que quand on est appelé par des lieux qui sont, on va dire, pérennes, c'est plus pour de l'événement hors les murs. Donc c'est pour, voilà, eux sont équipés dans leur espace, ils veulent faire un événement hors les murs, donc une activation ou quoi que ce soit. Et là, dans ce cas, on aimerait qu'ils nous appellent, en tout cas. Oui, complètement. Aneta, vous jouez sur des scènes, c'est quoi la jauge à peu près, qu'on se rende compte? Ça dépend si c'est festival ou... Je joue à peu près toutes sortes de capacités. La plus grosse, ça a été Dour. Je pense qu'il y avait 15 000 personnes. Donc là, ça commence à être un peu conséquent. Et que sur ma scène. Il y en a 4 ou 5, je crois. Donc là, c'est des monstres un peu de l'industrie. Et après, je vais jouer dans des tout petits festivals où les jauges sont 1000 maximum. Et enfin, petits. On va dire que ça reste... Voilà. Et là où ça c'est un peu plus, c'est sur, c'est un peu plus local. C'est souvent des soirées à la base qui sont trans musique, donc où il y a un peu plus de respect, on va dire, de l'endroit où on vient s'installer. Donc c'est souvent dans la forêt. Il y a pas de déchets par terre. Et alors que bon, voilà, on sait que dans les gros festivals, parfois on voit une marée de plastique à la fin de la soirée, c'est assez, ça fait peur. Donc voilà, et puis après dans les clubs, ça dépend, les capacités c'est pareil, ça va de 300 à 2000, je pense. Voilà, oui, complètement. Julien, vous parliez d'un volet assez intéressant qui était en gros, si je peux résumer, de faire gaffe où est-ce que vous louez votre matériel.
parce qu'il y a des personnes qui peuvent tirer un parti positif de ça. Faire en quelque sorte du greenwashing, on pourrait dire. Samuel, vous voulez peut-être rebondir par rapport à ça ? Faut que je fasse un cours de greenwashing. Donc, alors, je vous explique comment réussir votre greenwashing ce soir. Vous remplacez tous les objectifs chiffrés en accord avec les accords de Paris par les mots verts et durables. Voilà, donc ça, c'est une première solution pour faire du greenwashing. Vous pouvez faire du greenwashing en vous appropriant les initiatives individuelles. Exemple, vous avez une société où vous avez un végétarien sur 2 employés, ce qui serait extraordinaire, mais enfin bon, voilà. Vous communiquez sur le fait qu'un repas servi sur 2 est végétarien. C'est pas un effort organisationnel, mais vous pouvez communiquer dessus. Confondre les ordres de grandeur, ça marche super bien. Nespresso fait ça vraiment de manière extrêmement qualitative. Par exemple, on peut dire une capsule en aluminium est recyclable à l'infini. C'est vrai, s'il y a de l'énergie pour recycler l'aluminium à l'infini. Donc ça, c'est une belle confusion des ordres de grandeur. Donc je vais faire l'effort sur les déchets, qui représentent 0,5% du bilan carbone de ma structure. Mais par contre, le reste, les transports, l'alimentation, tout ce qui va demander un peu d'effort organisationnel, je ne vais pas le faire. Ça, c'est une très bonne méthode de greenwashing. Donc par exemple, si j'étais un gros festival, j'appellerais Julien et je lui dirais on va faire une petite scène, en plus de mon gros festival, dehors, avec ton système en autonomie, mais par contre, ce sera sur la une de mon site internet. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est une très bonne méthode de greenwashing. Mais je crois que de ce que tu disais, tu ne vas pas là. Donc, on y va moins, mais on y va parce que il faut... Si cet acteur-là finance le fait qu'on vienne, donc quand on est payé, parce que ça arrive qu'on nous demande de venir, mais il faut que ce soit gratuit, attention, parce qu'on va te faire de la pub. Mais donc quand on est rémunéré, on va y aller parce qu'il y a quand même une volonté de développer le projet. Donc voilà, il y a quand même 3 ingénieurs dans l'équipe. On essaie de pousser vraiment les limites et je pourrais en parler tout à l'heure sur nos perspectives. Donc il y a ça, puis il y a aussi quand même un côté éducatif. Enfin, on va montrer en tout cas aux festivaliers que ça marche. Donc si on oublie le reste et qu'on se consacre nous sur notre scène, les retours, ils sont géniaux. Et tu le vois, quand un danseur, une danseuse comprend ce que c'est, donc il tourne autour, il dit il n'y a pas de câble, c'est génial. Donc il comprend ce que c'est, et de là il devient tout de suite ambassadeur ou ambassadrice, il va chercher ses potes, oh regarde. Et puis en fait, ça c'est déjà on n'est plus dans cette démarche du coup de greenwashing. On va se focaliser sur ce qu'on peut apporter. Et si les personnes rentrent chez elles en se disant tiens, j'ai vu un truc qui était intéressant, et puis parce qu'il y a un volet, voilà, tout à l'heure je parlais de consommation, derrière on comprend ce que consomment, voilà, les gens branchent leur portable, mon portable il consomme quand même 40 watts, donc ça donne un peu une notion d'échelle sur les choses, et quand on sait qu'on peut faire danser 200 personnes avec 60 watts, une ampoule, donc il y a un côté voilà, formateur, éducatif qu'il ne faut pas mettre de côté. Donc oui, on va sur ces festivals-là, mais de plus en plus, on y va, et maintenant, on a des scènes à part entière. Donc avant, c'était la petite scène locale, la petite scène off, la scène VIP. De plus en plus, on est sur la petite scène, mais une scène à part entière. Et j'espère que demain, on aura une scène avec une programmation. Ça arrive, hein, ça se passe, ça s'est passé pas plus tard que... On a fait un festival, le Marvelous Island, donc qui est un festival que je ne connais pas plus que ça. Mais en tout cas, on avait une scène à part entière et c'était présenté comme tel. C'était pas une. Donc oui, certes, on va se servir de la com parce que ça en est, mais c'est aussi une solution. pour toi, le festival peut en faire du greenwashing. C'est là que c'est. Mais je reconnais que c'est un outil de sensibilisation pour toi. Mais là où moi ça me met mal à l'aise, c'est quand ça devient un argument pour pas faire bouger le plus important. Même si je doute pas que ça a de l'impact auprès des festivaliers et de la réflexion que ça peut amener. En fait, je le dis pas contre le festival, je le dis pour le festival. C'est-à-dire que si un festival est extrêmement dépendant de flux très lointains, de beaucoup d'énergie, etc., tôt ou tard, il est amené à changer. Il est amené à changer soit parce qu'il y a un choc sanitaire. Il y a un choc sanitaire, bon, a priori, de ce qu'on dit dans les rapports du GIEC, les risques sanitaires risquent de se démultiplier avec le réchauffement climatique.
Plus vous êtes dépendant de flux physiques lointains, et plus vous êtes à risque en cas de choc sanitaire à peu près n'importe où. Le festival Les Suds à Arles a pu tenir malgré le Covid, parce que c'est une toute petite jauge, que le public vient très localement, qu'ils ont décidé de maintenir une programmation locale, etc. Donc là, ils ont pu maintenir l'événement. Et par ailleurs, en cas de raréfaction de sources énergétiques, ça c'est l'autre partie du discours, c'est juste de dire le pétrole, il y en a, hein, c'est une énergie renouvelable, le pétrole, il suffit d'avoir 200 millions d'années devant soi, et on a à nouveau du charbon et du pétrole, et ça revient, quoi. C'est des énergies renouvelables, c'est juste à des échelles de temps qui nous dépassent. Comme on tape très très vite dans les stocks, tôt ou tard, il n'y en a plus. Et donc ça aussi c'est une contrainte. Donc en fait, quand je dis qu'un festival fait du greenwashing, c'est pas pour critiquer le festival, c'est pour dire si ce festival tient à ses emplois, à son activité, au moment exceptionnel qu'il arrive à créer avec un public, à l'émotion qu'il génère, il n'a pas d'autre choix pour la pérennité de ces activités-là que de remettre en question ce qu'il est en train de faire. Et le fait de se cacher derrière son petit doigt en prenant la solution qui est proposée là et que je trouve superbe, plutôt que de faire les efforts dont on parlait, pour moi c'est un problème. Si par contre je vais au Pluie de Juillet qui réunit 1000 personnes ou 2000 personnes chaque année et qu'il y a ce système-là pour les scènes en plein air et pas de générateur, j'applaudis dès demain. Enfin, voilà, ça dépend en fait. Oui, ça dépend de l'acteur. Ça dépend de la typologie, de la taille. Mais c'est vrai qu'après, il faut amorcer les choses, hein. Le gros mastodonte, si ça peut amorcer, enclencher un raisonnement, une confiance envers des initiatives comme ça, il faut y aller. Il faut y aller. On peut pas dire non à ça. Maintenant, c'est sûr que je te rejoins, hein. Nous, de toute façon, voilà, nous, on prône l'événement intime. Donc voilà, tu parlais des pluies de juillet. Allons-y. Je vous mets en relation après. Vous avez des exemples de bons élèves qui sont qui ont une empreinte carbone faible, qui arrivent à se maintenir parce que petite jauge, etc. Il y a beaucoup de bons exemples, de bons élèves sur un domaine particulier. Je parlais de Jérôme Bell avec les tournées. C'est un bon élève dans le spectacle vivant sur l'impact des tournées. C'est incroyable ce qu'il a réussi à développer. Je trouve ça passionnant par ailleurs. Il y a des festivals qui sont très très forts sur les déchets. Il y a un festival qui s'appelle Les Disjonctés. Il joue sans électricité du tout. Donc voilà, là en termes de sobriété énergétique, c'est dur de faire mieux. C'est où? Je me souviens plus de l'endroit. À Dijon? Je crois pas. Non, c'est pas Dijon. Non, c'est pas Dijon. Et il y a plein de gens qui font des choses très intéressantes. Il y a des gens qui sont très très engagés sur l'alimentation. Je parlais des pluies de juillet. Il y a quasiment pas de viande. Il n'y a pas de bœuf, ça c'est sûr. Et tout ce qui est là est produit très très localement. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives très très chouettes. C'est ça qui me rend croyant pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Après, c'est encore un peu disparate, mais ce que je vois, c'est quand même que personne ne se demande pourquoi il faut le faire. Tout le monde est en train de se demander comment. Alors on tâtonne, on essaye, on se plante, moi compris. Et dans ma compagnie, il y a 2 ans, j'ai voulu faire un décor éco-responsable. Donc je suis allé chercher tout le matériau éco-sourcé dont on pouvait rêver. On n'a rien acheté. Résultat, on a fait un énorme décor en bois qui allait peser 1 tonne en tournée et qui allait émettre plein de CO2 si on faisait les dates de tournée qu'on nous avait proposées. Donc on a décidé de ne pas faire les dates de tournée, c'est une autre décision radicale, mais ça aurait été plus malin de faire un décor très modulable, en plastique recyclé, qui rentre dans un tout petit véhicule utilitaire, plutôt que ce qu'on a fait. Donc parfois on se plante, mais c'est bien parce que du coup on apprend des trucs, et puis on peut dire là on a retenu la leçon, et partager l'info, quoi. D'ailleurs, Samuel, c'est quoi l'idée de votre compagnie de théâtre? Parlons-en un peu. Mais j'ai fondé la compagnie il y a 7 ans. Très rapidement, je me suis retrouvé à écrire et mettre en scène mes propres spectacles, qui sont tous assez engagés sur ces thématiques-là. Le premier est une métaphore sur la société de croissance, avec l'histoire d'un cadre qui monte très haut et puis qui, au bout d'un moment, ne peut plus monter très haut, atteint ses propres limites. Le deuxième était sur l'écologie. Le troisième, là, qu'on prépare, c'est l'histoire d'un jeune maire très engagé qui, en fait... est écolo, engagé, jeune, dynamique, et il se retrouve un jour à devoir choisir entre soit j'accepte la 5G, les antennes relais de dernière génération dans ma ville,
et ça sauve mon exploitation familiale. Ça me met en conflit d'intérêt au passage, mais ça sauve mon exploitation familiale parce qu'il va y en avoir sur mes terrains. Soit je la refuse et je suis dans une situation très difficile. Donc quel rapport j'ai aux promesses que j'ai faites, quel rapport j'ai... Voilà. Donc ça fait partie des sujets qu'on traite. Et puis en fait, à force de traiter ces sujets-là, on s'interroge. Et un jour, on se dit, quelle légitimité je vais avoir à porter cette parole-là si moi-même, dans mes modes de production, je remets rien en question. Donc petit à petit, on a commencé à prendre des décisions, l'achat de neuf pour commencer. Et puis après, c'est aller sur l'alimentation. Donc on est passé à une régie 100% végétarienne. Et puis maintenant, on en est un peu sur l'éco-conception des œuvres. Donc on sait ce qu'il ne faut plus faire. On a retenu la leçon, ça c'est bon. Et on commence à savoir ce qu'il faut faire, c'est-à-dire réduire le volume utile au maximum, réduire le poids au maximum. Donc là, on commence à s'engager là-dessus. Et puis voilà, maintenant ralentir le rythme détourné, ça c'est un peu l'idée aussi. Donc on était très basé en région parisienne, donc c'était pas un gros problème, mais maintenant qu'on commence à avoir des dates, on y réfléchit beaucoup. Voilà un petit peu les initiatives sur lesquelles on bosse. Je veux juste dire un truc, c'est que souvent, surtout au tout début, quand j'ai commencé ce travail, il y avait une réaction qui était de l'ordre de l'art, c'est quelque chose d'immatériel, on ne s'inscrit pas tout à fait dans la réalité, les messages que portent les artistes, c'est le plus important, les fictions qu'on porte, ça peut changer le monde, et c'est vrai, on vit au quotidien avec tout un tas de fictions. Mais si ces fictions-là sont produites n'importe comment, elles sont inaudibles, je crois. Je me souviens très bien des débats à l'Assemblée sur l'électrification du parc automobile. On n'a pas arrêté de rappeler à Nicolas Hulot combien il avait de voitures. C'est qu'un exemple pour dire, en fait, si on n'est pas très fort sur ses appuis quand on porte ces débats-là, c'est très compliqué, en fait, d'être crédible, d'être audible. Et donc voilà. Et en fait, peu importe l'œuvre qu'on va produire, on pourrait produire la musique la plus abstraite du monde. Tôt ou tard, il y a une municipalité Rassemblement National qui vous demande de venir jouer chez vous. Et votre œuvre devient politique. L'œuvre, ça s'inscrit toujours dans une réalité matérielle physique et on ne peut pas faire autrement que d'accepter comment c'est ou de le remettre en question. Et donc, j'ai plutôt envie de prôner pour le remettre en question parce que ces modèles-là nous épuisent et épuisent beaucoup d'autres choses autour de nous. D'accord, merci. Aneta, jusqu'où vous voulez emmener vos projets en termes de réduction d'empreinte carbone ? On a parlé de projection tout à l'heure. Samuel, vous avez bien répondu du coup un peu pour tout le monde, mais voilà, ça fait aussi un peu écho à cette question-là. C'est une vaste question parce qu'on ne sait pas vraiment. Comme je disais, c'est qu'on apprend un peu au jour le jour en fonction aussi de comment est reçues nos initiatives par rapport aux promoteurs, aux clubs, tout ça. Donc on vit un peu aussi aux différents pays, au rythme des pays. Donc là, on vient tout juste de reprendre, donc on voit à peine comment les choses sont reçues. Donc ça suit plutôt bien en Europe, comme je disais. Donc après, on ne se met pas de limites, mais c'est vrai qu'on y va étape par étape, parce qu'on ne sait pas en plus de quoi demain sera fait, quelles nouvelles technologies pourront aussi nous aider à encore mieux calculer, à être encore mieux... voilà, donc... je ne me mets pas trop de limites, mais quand vous disiez aussi que la fête de demain, comment vous la voyez, je pense qu'aussi, en dehors du volet écologique, elle devrait être un peu plus respectueuse des uns et des autres, et donc avec plus de liberté, et ça doit être un espace dans lequel on doit se sentir bien, en dehors de l'écologie. Voilà. Complètement. Et vous, Julien ? Jusqu'où vous voulez emmener vos projets en termes de réduction d'empreinte carbone, dans le développement notamment de Pickup Solar Speakers ? Bah là, le développement, Pardon, je ne sais pas si ça rime d'ailleurs, développement et réduire l'empreinte carbone, c'est discutable, mais... C'est discutable, oui. C'est vrai qu'on fait des produits. Donc par définition, on va faire quelque chose qui n'est pas écologique. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, pareil sur les transports, la production de musique. L'enjeu, c'est de toute façon de faire le moins pire. Voilà, faut être conscient un peu de ça, et puis forcément, quand on se fait tacler sur les réseaux sociaux et que en fait, ton commentaire, tu l'as fait avec un joli iPhone que tu as acheté, donc c'est sûr que tout est discutable. Je me suis perdu. L'empreinte écologique. Donc
Oui, c'était développement par rapport. Ouais, c'est pour Donc, ça. J'étais perdu. l'empreinte, ouais, on essaie de, nous, nos travaux vraiment de recherche, donc on fait vraiment de la recherche fondamentale sur la consommation d'un spectre et comment appliquer ça pour vraiment définir une efficacité d'un système. Nous, demain, donc ça nous sert aujourd'hui pour le développement de nos produits, mais demain aussi, c'est des programmes qu'on aimerait mettre à disposition des festivals pour les aider dans le calcul et pour les aider surtout à prédire la consommation. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a des groupes, biocarburants ou pas, ou simplement des alimentations qui sont démesurées, parce qu'en fait, on ne sait pas gérer les crêtes d'un signal acoustique, on ne sait pas vraiment prédire la consommation de sono d'un événement. Et donc on aimerait bien commencer à mettre ça à disposition, créer un outil pour pouvoir récolter un petit peu des informations et faire tourner aussi ces informations, comme je disais tout à l'heure. Donc notre développement, il est vraiment axé sur de la recherche, dans le but un petit peu de dynamiser ce qu'on peut trouver aujourd'hui en sonorisation. Et je voulais juste aussi rebondir sur un petit point tout à l'heure quand on parlait des mastodontes. Je voulais juste citer un exemple qui m'est pas venu. C'est le festival de Thau. C'est un festival qui nous a appelés 3 années consécutives, donc étant de Thau, près de Montpellier. Où au début, donc, on était en effet une petite scène off DJ locale. Eux, ce qu'ils mettaient en avant, c'était forcément un peu le solaire, mais ils mettaient aussi en avant aider une entreprise locale. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à souligner. L'année d'après, on est revenu, et cette année, on avait une scène entière. Donc on avait 2 colonnes, les retours, les bains de pied, une régie complète. Donc c'est aussi là que je pense que c'est important d'aller vers les acteurs qui nous tendent la main et essayer un petit peu de faire tomber les barrières sur leur initiative initiale qui n'était peut-être pas forcément la bonne. C'est tout ce que je te souhaite. Non mais c'est ça, oui, voilà, j'ai l'impression qu'il faut y aller étape par étape, il ne faut pas tout vouloir faire bien tout de suite à 100% parce que c'est pas possible, et il faut le faire en fait, juste. Vous allez peut-être avoir des questions dans le public ou en ligne, je ne sais pas si on a eu pendant l'intervention. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Non ? Merci. Ce projet de changement, on a parlé d'accompagnement au changement tout à l'heure, il peut évidemment pas se faire sans les publics. Comment, eux, on les rend acteurs de ce changement-là ? Vous avez beaucoup parlé de vous, les artistes, des diffuseurs, des salles, des producteurs, etc. Et le troisième dans la danse, c'est le public. Comment on fait pour aussi les rendre acteurs ? On peut répondre sur plein de points. Il y a une sensibilisation déjà aux enjeux eux-mêmes avant, je pense, l'action. C'est sûr que si demain, dans tout le sud-ouest, sur tous les festivals, on interdisait la viande du jour au lendemain sans expliquer pourquoi, je pense que tout le monde ne serait pas d'accord dans cette région, pour tout un tas de raisons culturelles évidentes. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu de sensibilisation, d'information. À ce jeu-là, je pense que ceux qui ont la plus belle épingle à tirer du jeu, c'est les mastodontes, les grandes structures, les lieux patrimoniaux. Typiquement, je ne pense pas que le Louvre sera sensible au respect des accords de Paris en ayant 99,9% de ses émissions qui viennent des visiteurs étrangers. 4 millions de tonnes de carbone par an à peu près. Donc, clairement, ce que peut faire le Louvre, c'est sensibiliser au maximum les publics à ces enjeux-là, programmer sur le sujet, faire des ateliers, montrer que d'autres choses sont possibles parce qu'ils ont les moyens en termes de régie des œuvres, par exemple, de faire autrement ou d'essayer des choses nouvelles. Là, par exemple, ça peut être des lieux labos, et donc on peut sensibiliser le public à tout ce qu'on fait, déjà, et aux enjeux. Et après, la participation des publics, c'est un enjeu, mais qui déborde de très 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 loin le seul cadre écologique, parce qu'aujourd'hui, qui décide de la programmation en général? Est-ce que c'est vraiment le public? Parce que moi, j'ai croisé plein de directeurs de lieux et de festivals qui m'ont expliqué que tel ou tel spectacle ou telle œuvre était pour leur public, n'était pas pour leur public, à croire qu'ils croisent leur public dans la rue tous les jours, leur public, en une personne, en chair et en os. Donc voilà, je pense que c'est plus large et que les sujets en fait, de démocratie culturelle dépassent de très très loin
l'enjeu environnemental. Il y a un festival qui s'appelle le Kilowatt Festival en Italie, qui a été sauvé par son public il y a quelques années, grâce à un crowdfunding, qui a décidé de lui léguer la programmation. Un exemple intéressant de révolution copernicienne en matière de démocratie culturelle. Et du coup, comme les gens programment les artistes, ils viennent. Pas logique. Ouais, enfin, ça fait partie des possibilités. Mais je crois que ça dépasse vraiment de loin le seul enjeu culturel. C'est vrai qu'on débat beaucoup entre professionnels de la culture, en oubliant un tout petit peu avec qui on est à la fin, quoi. J'ai une question aussi. Le rapport au public est très intéressant et vous parliez tout à l'heure de la synergie des cultures. Le fait de créer des événements qui se complètent, de passer plus de temps dans un pays lorsqu'on s'y déplace. Cette question, elle est ciblée sur Pikip. Si, à l'aide de votre booth, on crée un événement sur lequel Aneta jouerait, qui s'appellerait Mama Green par exemple, et juste après, nous verrions une prestation de la compagnie de théâtre À la poursuite du bleu, qui joue actuellement à Paris. Je vous conseille d'aller les voir. Est-ce que votre booth s'adapte tant à la musique qu'à une prestation de théâtre qui pourrait voir un public de 500, 1000 personnes et qui voudrait juste avoir une écoute qualitative et verte, pour le coup, pertinente? Alors le boost, non. Les autres produits, oui. Donc on a 4 produits. En fait, on a fait des déclinaisons. Le boost, par son nom, c'est vraiment une cabine DJing. Donc il a été conçu vraiment pour une approche DJing. Donc avec une genèse aussi très sound system, où on est parti aussi du constat de se dire, mais en fait, on veut danser devant du son et pas forcément devant une personne qui va mixer. Donc ce produit-là est vraiment destiné à du DJing. Maintenant, on a décliné, on a fait maintenant des colonnes droite-gauche pour des lives acoustiques, donc vraiment du band avec aussi la logique énergie où on va venir alimenter en énergie les claviers, l'ampli basse, les micros, la régie, tout. Et pour des conférences aussi, on a maintenant des rappels sur main. Donc en fait, on a une déclinaison de ce produit-là. Ce produit, c'était vraiment un couteau suisse et on a un peu sorti tous les éléments un à un pour pouvoir avoir un domaine d'application un peu plus large. Donc en fait, on peut intervenir partout où il y a besoin d'une amplification de la voix. Donc que ce soit pour la prise de parole, pour du théâtre, jusqu'au DJ set. On a d'autres questions ou pas? Oui, devant. Du coup, on parle beaucoup des initiatives pour changer les choses, mais il y a quand même quelque chose que tout le monde sait, c'est que l'argent dirige un peu le monde aujourd'hui. L'aspect financier, on n'en a pas parlé. Est-ce que le monde est prêt à gagner moins d'argent, à faire moins de tournées, parce que tout ça, ça implique qu'il va y avoir moins de personnes sur un festival, c'est moins d'argent sur un festival. Donc, c'est quoi? On en est où, là? Ça bouge? C'est possible? La rentabilité économique n'est pas du tout le seul vecteur de décision en matière d'aide des acteurs culturels. Et je suis toujours assez surpris de voir les dirigeants de scènes conventionnées, de centres dramatiques nationaux, de scènes de musique actuelle qui sont subventionnés à hauteur de 60-70%, de me rappeler l'objectif économique surtout, alors que leur vitalité économique est décidée. Elle est décidée. De la même manière qu'elle est décidée pour les producteurs de réalité virtuelle en ce moment. Si vous êtes producteur de VR en ce moment, vous avez gagné au casino. Voilà, c'est ça qui se passe en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on donne beaucoup d'argent aux chaînes publiques pour préacheter, comme on fait dans le cinéma, on achète à l'avance pour financer la production des œuvres en réalité virtuelle. Donc on décide tout à fait de ce qui est rentable, de la même manière que le fait de construire des ponts, des routes ou d'éduquer les gens conditionne plein de marchés. Donc pardon d'être complètement utopiste et de dézoomer, mais en fait on décide de ce qui est rentable. On pourrait tout à fait décider, plutôt que de renouveler tous les terminaux, d'investir dans des emplois locaux pour revaloriser notre matos numérique, des emplois qui auraient du sens, je crois, pour beaucoup de gens. Or aujourd'hui, les 450 millions d'euros qui sont en train d'être dépensés dans la culture via le plan d'investissement d'avenir 4e volet ne sont dirigés quasiment qu'à faire du live stream, c'est-à-dire à avoir les gens dans la salle plus les gens derrière leur ordinateur et à vous dire que c'est de la sobriété numérique.
et à renouveler tout le matériel des salles. Est-ce une solution de sobriété numérique? Non. Est-ce rentable économiquement? Peut-être un jour. On l'a décidé. On a décidé qu'économiquement, ça valait le coup. Donc il faudra peut-être orienter les financements vers d'autres choses. Donc les dés sont joués et ce n'est pas un vrai argument. Je dis ça, mais moi je suis Bikib aussi. Et c'est un gros argument. On n'a pas d'argent. C'est toujours on n'a pas d'argent. Les 450 millions dont je viens de parler sont dirigés vers l'innovation. Dans la mesure où on ne fait pas encore vraiment d'écologie dans la culture, on pourrait dire que c'est de l'innovation. Donc peut-être qu'en bataillant politiquement, on peut dire qu'on est en train d'innover très fort dans l'écologie, dans le secteur culturel, et réorienter un tout petit peu l'argent là où il serait utile et pérenne. C'est ce que j'essaye de faire en aidant un petit peu l'appel des indépendants, le syndicat des musiques actuelles, la fédération des lieux de musique actuelle. Je pense que politiquement, là on commence à être 3000 acteurs. Ce serait bien que ça continue à se passer, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et peut-être à un moment dire non, ces trucs-là on n'en a pas forcément besoin. Et a priori le fait de mettre des tablettes et des écrans dans des lieux où une grande partie des CSP de ce pays ne se rend pas de toutes les façons, c'est pas démocratiser la culture, donc peut-être qu'on peut innover autrement. Voilà, ça fait partie des sujets. Pardon, j'ai monopolisé la parole encore une fois, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des décisions politiques très fortes en ce moment sur ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas, et ça va pas tout à fait dans le bon sens, mais je crois que c'est pas encore finalisé. Il faudrait peut-être former les gens qui subventionnent, parce que j'ai rencontré à la Caisse des dépôts l'une des personnes qui s'occupe des 20 millions d'euros. Donc vous savez, il y a 450 millions pour le numérique et il y a 20 millions pour la culture verte. Je vous ai parlé de comment on fait du greenwashing tout à l'heure. Donc sur ces 20 millions pour la culture verte, on ne sait pas à quoi ils vont servir encore. Donc on commence à faire des appels à projets, etc. On est au tout début, on cherche, on fouille. Et la personne qui elle-même s'occupait de cette enveloppe ne savait pas quelle était la différence en coût carbone d'un repas avec du bœuf et d'un repas végétarien et local. Donc je pense que si on veut y arriver tous ensemble, il y a un effort de formation très important à mettre en place. Donc il n'y a plus de questions? Plus personne? Je vous vois pas. J'ai ma casquette pourtant, mais... Ok, très bien. En ligne? Non plus? Ok. Bon, vous voulez conclure par un mot de la fin, peut-être, vous trois? Vous aviez quelque chose à rajouter? Merci d'être venu. Ça, je vais le dire. Ça, je vais le dire. Et le lieu était magnifique et voilà. Et peut-être faites-le, c'est le point de départ. Que c'était chouette d'être ensemble en vrai à parler de la culture et pourvu que ça dure. Voilà, c'est ça. Et je pense que si on le fait ensemble, ça peut durer. Je crois que c'est l'enjeu. Oui, je vais remercier aussi Bordeaux Open Air pour l'invitation et les féliciter aussi de créer des discussions sur ce sujet. Il y en a beaucoup là en ce moment. Donc c'est bien de déclencher ça, déclencher des rencontres, aussi peut-être plus tard avec le public, que les gens puissent parler aussi entre eux. Puisque voilà, tout à l'heure tu disais le pourquoi, le comment. Donc voilà, on est au début de cette aventure. Merci à vous trois en tout cas. Merci à vous également. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci au MAD, merci à la mairie de Bordeaux pour l'invitation et pour l'accueil, ainsi qu'à tous nos partenaires pour leur soutien et celles et ceux qui ont diffusé ou encore cross-posté à l'organisation. Et on se retrouve mardi prochain à la Cité du Vin pour le 2e supplément Boa sur le thème musique, vin et sexualité. Bonne soirée.